Alors le porte-parole de Tsahal dresse un premier bilan de cette opération Rugissement du Lion qui a démarré il y a maintenant 6 jours. Selon le porte-parole de l'armée israélienne, l'aviation a mené plus de 100 heures d'offensive contre le régime iranien. Au total, près de 3000 systèmes de défense aérienne et lanceurs de missiles auraient été neutralisés. Environ 200 cibles ont été frappées à Téhéran avec pour objectif d'affaiblir les capacités militaires, balistiques et nucléaires du régime. Tsahal affirme poursuivre l'opération sans interruption. Dans la nuit, les Iraniens ont lancé des missiles à 3 reprises vers le centre d'Israël et vers Jérusalem. Et les sirènes ont retenti à plusieurs reprises dans plusieurs villages dans la Galilée et dans le Golan. Il n'y a pas eu de blessés. Et selon des responsables de Tsahal, l'opération militaire contre l'Iran devrait se poursuivre au moins 2 semaines. L'armée israélienne explique qu'il reste encore des milliers de cibles militaires à frapper dans le pays. Les prochaines semaines devraient être consacrées à une destruction systématique des infrastructures militaires du régime. Des responsables israéliens estiment également que la supériorité aérienne totale dans le ciel iranien pourrait être obtenue en quelques heures. Dans le même temps, selon une source sécuritaire, les États-Unis pourraient détruire la flotte navale iranienne en seulement 2 jours. On continue le journal avec au nord d'Israël une nouvelle escalade des tirs du Hezbollah. La police israélienne a identifié à Metula l'utilisation d'une bombe à fragmentation, une première dans cette zone. Ce type d'arme explose en altitude et disperse de nombreuses petites charges sur une large zone. Certaines peuvent rester au sol sans exploser et représenter un danger pour les civils. Le maire de Metula a donc demandé aux habitants de rester confinés chez eux pendant que les démineurs inspectent la zone. Aucun blessé n'a été signalé. Puis cette nuit, Tsahal a mené plusieurs frappes au Liban et selon des sources libanaises, un immeuble a été visé dans le quartier de Darhieh, au sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah, près du siège du Conseil islamique chiite. Peu après, une seconde frappe a été signalée sur un bâtiment qui avait reçu auparavant un ordre d'évacuation. L'armée israélienne a ensuite confirmé avoir lancé des frappes contre des infrastructures du Hezbollah à Beyrouth. Et les consignes de sécurité vont être légèrement assouplies ici en Israël à partir d'aujourd'hui à midi. Le commandement du front intérieur annonce le passage à un niveau d'alerte moins strict. En effet, les lieux de travail pourront reprendre leur activité à condition de se trouver à proximité d'un abri. Les rassemblements seront autorisés jusqu'à 50 personnes et si un espace protégé est accessible rapidement. En revanche, les établissements scolaires resteront fermés pour le moment. Le ministère des Finances estime qu'une reprise partielle de l'activité permettra de réduire fortement le coût économique de la guerre tout en maintenant les consignes de sécurité pour la population. À Jérusalem, des milliers de personnes ont célébré hier Shushan Purim dans les rues de la capitale malgré les restrictions du commandement du front intérieur. Les fêtes improvisées qui ont lieu dans plusieurs quartiers, notamment à Nachlaot et autour du Machane Yehuda. Les participants expliquent vouloir maintenir la tradition malgré la guerre. La police est donc intervenue plus tard dans la soirée et a confisqué du matériel de musique, mais elle reconnaît qu'il est difficile de disperser des milliers de fêtards. Les autorités rappellent pourtant que ces rassemblements sont interdits en période de guerre et peuvent représenter un danger réel pour la population. Et puis pour terminer ce journal, des dizaines d'Israéliens sont actuellement retenus à l'aéroport de Bangkok en Thaïlande. Ils sont arrivés depuis le Vietnam sans billet de sortie du pays, une obligation pour entrer sur le territoire thaïlandais. Les autorités les ont donc placés dans une zone d'attente de l'aéroport en attendant leur envoi. Les autorités thaïlandaises ont renforcé les contrôles envers les voyageurs israéliens en raison de la situation sécuritaire au Moyen-Orient. Voilà, il est 8h10, on va comme chaque jour quand même jeter un coup d'œil sur la météo de ce matin avec des températures qui vont légèrement augmenter. Dans la matinée, de faibles pluies qui sont possibles, particulièrement dans le centre du pays. Les températures prévues aujourd'hui en Israël, il fera jusqu'à 18 degrés à Haïfa, il fera jusqu'à 19 degrés à Tel Aviv, 15 degrés ici à Jérusalem, 19 à Beersheva et 24 degrés à Eilat. 24 degrés à Eilat.
Et nous allons parler encore une fois, bien entendu, de l'Iran et plus particulièrement de ce qui se passe en Iran, dans les territoires iraniens, avec ces groupes ethniques qui pourraient renverser le pouvoir iranien. Pour cela, nous sommes avec Michel Gerfinkel. Michel, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste aussi de géopolitique. Et nous avons appris, en tout cas c'est une information qui a été entre-temps démentie, mais en tout cas on a parlé de milliers de combattants kurdes qui avaient lancé une offensive terrestre en Iran contre le régime. Une information visiblement qui a été démentie pour le moment. Mais en tout cas, il semble qu'il y ait une stratégie américaine de favoriser, d'encourager des Kurdes et d'autres groupes ethniques en Iran pour essayer de renverser l'actuel régime. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces Kurdes et d'autres groupes, puisqu'il en existe aussi pas mal qui sont actifs et qui pourraient être actifs et qui pourraient jouer un rôle très important dans le renversement du régime iranien? L'Iran, vous savez, a été qualifié d'empire pendant la plus grande partie de son histoire, jusqu'au dernier shah, Mohammad Reza. C'était d'ailleurs le nom officiel du pays et de l'État, l'Empire d'Iran. Quand on dit empire, on dit souvent, on sous-entend souvent un État, une structure politique multinationale, multi-ethnique, voire multi-religieuse. L'Iran actuel comporte une majorité persane, une majorité de culture perse qui elle-même adhère majoritairement à la religion chiite duodécimaine. Mais vous avez également d'autres groupes ethniques dans le pays. Vous avez la plus grande minorité ethnique, ce sont les Azéris qui habitent le nord-est du pays. Leur ville principale est Tabriz. Les Azéris, qui sont proches des Azéris de l'Azerbaïdjan indépendant, c'est une ethnie qui est linguistiquement, peut-être culturellement jusqu'à un certain point, turque, mais qui était liée à l'Iran par la religion, c'est-à-dire l'adhésion au chiisme duodécimain. Les Azéris, en réalité, ont été les propriétaires de l'Iran. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont conquis l'Iran et qui ont créé l'empire iranien moderne. Donc ils ont une relation tout à fait particulière avec l'Iran. Certes, ils ont le sens de leur identité, mais en même temps, ils sont partie prenante, si vous voulez, dans l'histoire nationale de l'Iran. On peut dire d'une autre manière que c'est peut-être aussi le cas de la minorité kurde iranienne. Alors sur ce sujet, je voudrais quand même rappeler une chose extrêmement importante, c'est que nous voyons qu'il y a un peuple kurde très important au Moyen-Orient, qui peut-être aujourd'hui, on n'a pas de statistiques exactes, mais une cinquantaine de millions d'âmes. Le problème avec les Kurdes, c'est ça ne constitue pas réellement un groupe homogène. Il y a des différences considérables entre les Turcs qui habitent la Turquie, qui, en dépit d'une situation de conflit, voire de guerre civile qui existe depuis très longtemps, en dépit de cela, sont quand même profondément intégrés à l'État turc actuel. Vous avez des Turcs en Syrie, nous l'avons vu récemment, des Turcs en Irak qui ont réussi à établir un État semi-indépendant, un État autonome, faisant partie officiellement de la République d'Irak, mais en fait largement autonome. Et puis, il y a un Kurdistan iranien.
S'ajoute à cela le fait que chaque groupe kurde peut être, dans beaucoup de cas, divisé selon des lignes claniques. Par exemple, les Kurdes irakiens ont souvent, trop longtemps, été divisés entre deux groupes tribaux rivaux. Très bien. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que ces groupes que vous avez décrits, est-ce que ces groupes, il y en a d'autres. Hein. Il y a les Baloutches, il y a des groupes qu'on appelait autrefois nomades, évidemment sédentarisés, mais très importants au cœur de l'Iran. Il y a même des arabophones dans la région du Golfe Persique. Donc l'Iran est un pays très, très complexe. Alors, est-ce que ces groupes ont la possibilité, puisque en fait, on a l'impression, en tout cas, que c'est une stratégie de Washington, de la Maison-Blanche, d'essayer de renforcer ces groupes pour que, justement, ils renversent le régime actuel. Est-ce que, d'après vous, ces groupes ont la possibilité de faire cette mission ? Je pense que ces groupes, tout seuls, n'ont pas la capacité de mener une guerre, même une guerre, on va dire, d'usure, une guérilla contre le régime actuel, dans l'état actuel des choses. En revanche, prenez le cas, par exemple, on parle depuis quelques heures d'une possibilité au niveau kurde. Il y a premièrement le fait que les Kurdes iraniens sont dans une région montagneuse, proche d'un bastion kurde, comme je le disais, autonome, quasi indépendant, le Kurdistan irakien. Il est donc possible, par leur intermédiaire, de faire parvenir en Iran des armes, du matériel qui peut aider à durcir, à armer et solidifier la résistance contre le régime, de manière à préparer à un certain moment le renversement définitif du régime. Ça, c'est une option tout à fait réaliste, tout à fait possible. Alors, on a annoncé qu'il y avait eu une incursion de milices kurdes au sein du territoire iranien, incursion qui a été immédiatement démentie. En réalité, on a l'impression qu'il y a surtout des réseaux basés à la fois au Kurdistan irakien semi-autonome et dans la région kurde montagneuse de l'Iran. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a probablement un acheminement de moyens matériels importants. La question, c'est de savoir si justement aussi, après, disons que les États-Unis aident ces groupes à renverser le pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer après en Iran? Si, comme vous le décrivez, il y a ces différents groupes qui existent, qui va prendre le pouvoir? Est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi peut-être une bataille interne justement pour essayer d'accéder au pouvoir? Évidemment, ceci a été constamment évoqué. Au moment de la révolution islamique, beaucoup de gens disaient cette révolution islamique va faire éclater l'Iran parce que l'Iran est ethniquement composite. En réalité, ça ne s'est pas passé du tout parce que on oublie à quel point le fait d'avoir vécu ensemble dans un État et dans un État moderne, dans un État structuré, avec une administration, avec, disons, cette imbrication de l'étatique, de l'administratif, du politique, qui est la marque des États-nations modernes, à quel point ce facteur-là peut être important et peut finalement contrebalancer d'éventuelles aspirations à l'autonomie. Donc, je ne sais, je suis un peu, comment dire, réticent devant le scénario selon lequel la chute du régime islamique entraînerait l'explosion de l'Iran en tant que nation, en tant qu'État. Encore une fois, c'est ce qui s'était passé, c'était le genre de scénario qu'on avait évoqué au moment de la révolution islamique, et rien de cela, à ce moment, ne s'était produit.
Nous verrons ce qu'il en est. Ouais. J'ajouterais une autre chose, c'est que je me demande si trop miser sur les minorités ethniques, mais à partir de projets autonomistes, de projets de séparation avec l'Iran, je me demande dans quelle mesure ça ne jouerait pas en fait contre une stratégie américaine à long terme, parce qu'il y a aussi un patriotisme iranien qui existe, un patriotisme persan. Le régime islamique a essayé de le mobiliser à son profit. Le problème, c'est que il est tellement discrédité à l'intérieur même du pays que pour l'instant, ce genre de stratégie ne semble pas fonctionner. Donc, je pense qu'il faut à la fois se dire que les minorités peuvent certainement fournir à la résistance ce qu'on pourrait appeler, pour paraphraser le maoïsme, des zones libérées. Des zones libérées au sein du régime. Il est plus facile probablement d'assurer rapidement la destruction de l'apparatus étatique et politique de la République islamique par exemple au Kurdistan iranien. C'est possible, mais je crois que à terme, je pense que l'Iran en tant qu'État va continuer à exister. Très bien. En tout cas, une situation, comme vous l'avez dit, complexe, et on verra de quelle manière les choses vont évoluer. Et bien sûr, il faut attendre la fin de cette opération militaire pour voir les choses, de quelle manière elles évolueront. Je voudrais rappeler ici un épisode, c'est que juste après la Deuxième Guerre mondiale, les soviétiques qui étaient présents dans une partie de l'Iran ont essayé de provoquer la sécession ou du moins, disons, un régime de très large autonomie pour justement l'Azerbaïdjan et le Kurdistan, allant jusqu'à proclamer des républiques populaires dans ces régions. En fait, cette stratégie de Staline n'a pas fonctionné et a abouti au renforcement du pouvoir central iranien. Très bien. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Michel Garfinkel, pour ces explications. Et une bonne journée à vous. Bonne journée. Et nous commençons avec le Yediot Aharonot. Le journaliste militaire Yossi Yehoshua revient sur les 100 premières heures de la guerre contre l'Iran. Et selon lui, l'opération israélo-américaine a été planifiée sur plusieurs phases. La première phase vient de s'achever, écrit-il. Elle a commencé par une attaque surprise qui a permis d'éliminer une quarantaine de hauts responsables iraniens, dont le guide suprême Ali Khamenei. Ensuite, les frappes se sont concentrées sur les systèmes de défense aérienne, les radars et les lanceurs de missiles. Résultat, Israël et les États-Unis disposent désormais d'une quasi-liberté d'action dans le ciel iranien. Et selon l'armée américaine, les frappes auraient déjà réduit à 86% la capacité de tir de l'Iran. La prochaine étape, écrit Yehoshua, devrait être une destruction systématique des capacités militaires du régime iranien. Et puis dans le Ynet, on s'interroge sur les sirènes qui continuent de retentir malgré les bombardements répétés de Tsahal au Liban et en Iran. Et selon les estimations, les frappes israéliennes américaines ont fortement réduit les capacités de lancement en Iran, mais les Iraniens tirent désormais des missiles isolés, parfois un seul à la fois. Et même un seul missile peut déclencher donc des sirènes dans de nombreuses localités, notamment à cause du risque de débris d'interception. Par ailleurs, les tirs de drones et de roquettes depuis le Liban vers le nord d'Israël se poursuivent presque sans interruption. Puis dans la presse israélienne aussi ce matin, une question se pose déjà. Quelle pourrait être l'issue de la guerre contre l'Iran ?
Et le journal Mekor Rishon évoque 5 scénarios possibles. Le premier, une guerre d'usure qui pourrait durer plusieurs semaines avec des frappes continues contre les infrastructures militaires iraniennes. La deuxième possibilité, une victoire stratégique majeure si les capacités nucléaires et balistiques de l'Iran sont fortement détruites. Et puis un troisième scénario, une escalade régionale avec l'ouverture d'un front plus large, notamment au Liban. Le journal évoque aussi l'hypothèse d'un affaiblissement interne du régime iranien. Enfin, le scénario le plus incertain, une sortie de guerre négociée sous pression internationale. Pour l'instant, nous dit le Mekor Rishon, selon les responsables israéliens et américains, la guerre pourrait encore durer plusieurs semaines. Les médias israéliens dressent ce matin le portrait de Mojtaba Khamenei, le fils d'Ali Khamenei, qui pourrait lui succéder à la tête de l'Iran. Âgé de 56 ans, il a passé toute sa vie dans l'ombre du régime. Très discret, il s'exprime rarement en public, mais il est considéré comme l'un des hommes les plus influents de l'entourage de son père. Proche des gardiens de la Révolution, il aurait joué un rôle important dans la gestion du pouvoir et dans la répression des manifestations en 2009 et soutenu par les cercles les plus durs du régime. Mojtaba Khamenei apparaît aujourd'hui comme le candidat le plus probable pour diriger l'Iran après son père. Et dans le Israël Hayom, on explique aussi que les frappes iraniennes contre l'Arabie saoudite pourraient changer l'équilibre régional. Ces derniers jours, l'Iran a tiré un drone vers une installation pétrolière saoudienne, ce qui ravive les tensions entre Riyad et Téhéran. C'est ce que rapporte ce matin Shahar Kleinman dans le Israël Hayom. Et selon les analystes saoudiens, ces attaques pourraient pousser l'Arabie saoudite à durcir sa position face à l'Iran et à renforcer sa coopération sécuritaire avec les États-Unis et les pays du Golfe. Mais cette escalade pourrait avoir aussi une autre conséquence, rapprocher indirectement l'Arabie saoudite et Israël, qui considèrent tous deux l'Iran comme une menace stratégique majeure. Selon plusieurs experts cités par le journal, cette situation pourrait rouvrir la porte à une coopération régionale plus étroite, même si la normalisation complète avec Israël reste liée à des avancées sur la question palestinienne. Et puis en regardant les sites d'information israéliens, ce matin, on apprend que les gardiens de la Révolution ont diffusé des fake news concernant le Premier ministre israélien. Porte-parole des gardiens de la Révolution a affirmé avoir frappé et que son organisation a frappé le bureau du Premier ministre israélien à Jérusalem et l'endroit où se trouvait le commandant de l'armée de l'air. Elle a même déclaré que le sort du Premier ministre israélien restait inconnu. Une information immédiatement démentie par le bureau du Premier ministre qui parle d'une propagande iranienne mensongère. Et selon le journal, cette fausse annonce s'inscrit dans la guerre psychologique que Téhéran tente de mener face aux frappes israéliennes et américaines. Économie à présent avec une estimation du coût de la guerre pour l'économie israélienne avec le quotidien Globes qui explique que l'arrêt d'une grande partie de l'activité à cause des restrictions de sécurité coûte environ 9,5 milliards de shekels par semaine. Et c'est la raison pour laquelle le ministère des Finances a demandé la réouverture progressive de l'économie, chose qui sera faite aujourd'hui à partir de midi en Israël. L'idée est de passer du niveau d'alerte rouge au niveau orange, ce qui permettrait à certaines entreprises de fonctionner à condition d'être proches d'un abri. Dans ce scénario, la perte économique serait réduite de moitié, autour de 4,5 milliards de shekels par semaine. Mais un problème se pose pour de nombreux parents israéliens. Les lieux de travail rouvrent aujourd'hui donc à midi, alors que les écoles restent, elles, encore fermées. Et pour terminer cette revue de la presse, un bel exemple de solidarité en temps de guerre. Dans le Israël Hayom, on raconte l'histoire d'étudiants d'une yeshiva de Tel Aviv qui se sont portés volontaires pour aider l'hôpital Echilov. Tout commence après une alerte. L'épouse du rabbin, infirmière à l'hôpital, signale un manque urgent de bras pour déplacer du matériel médical et transférer les patients vers les étages protégés. 2 étudiants se rendent immédiatement sur place et très vite, ils sont rejoints par près de 150 autres jeunes de la yeshiva. Pendant plusieurs heures, ils aident les équipes médicales à transporter les équipements sensibles et à déplacer les patients vers des zones sécurisées. À leur côté, les soldats du commandement du front intérieur et dans les couloirs de l'hôpital, au milieu de la tension, certains racontent même avoir chanté ensemble dans les ascenseurs pour garder le moral. Un moment de solidarité simple mais puissant au cœur de la guerre.
On en sait un peu plus sur les coulisses de l'élimination de l'Ayatollah Ali Khamenei, une opération d'une précision exceptionnelle préparée pendant des années par les services de renseignement israéliens. Et au cœur de cette stratégie, la surveillance totale de Téhéran. Selon une enquête du Financial Times, Israël avait réussi à infiltrer une grande partie des caméras de circulation de la capitale iranienne. Des centaines de caméras, des images récupérées en temps réel et transmises vers les serveurs situés en Israël. Parmi elles, une caméra particulièrement stratégique. Elle surveillait les abords de la résidence du guide suprême rue Pasteur. Grâce à ces images, les services israéliens ont pu observer pendant des années les habitudes de Khamenei et des gardes du corps, leur horaire, leur trajet et leur rotation. Toutes ces données ont été analysées par des algorithmes pour établir ce que les services de renseignement appellent un profil de la vie quotidienne. Autrement dit, une cartographie très précise des comportements. Un officier israélien résume la situation ainsi. Nous connaissions Téhéran comme nous connaissons Jérusalem. Mais les caméras n'étaient qu'une partie du dispositif. L'opération reposait sur plusieurs piliers. L'unité 8-200 pour le renseignement, le Mossad pour les sources humaines et la direction du renseignement militaire. À cela s'ajoutait l'analyse massive des réseaux sociaux et des milliards de données. Tout cela pour une seule finalité, identifier le moment où le guide suprême pourra être éliminé. Et ce moment arrive lorsqu'un renseignement confirme qu'Ali Khamenei doit participer à une réunion avec plusieurs hauts responsables iraniens militaires. Une réunion qui doit se tenir le 28 février 2026 à 6 heures. Un événement rare, car la plupart du temps, le guide suprême reste dans les souterrains quasiment impossibles à atteindre. Une source humaine sur place confirme la réunion. La décision politique est alors prise et avant la frappe, les États-Unis lancent une cyberattaque massive pour aveugler les systèmes iraniens, les radars, les communications et les réseaux. Puis viennent les chasseurs israéliens. En quelques minutes, une trentaine de munitions de précision frappent le complexe, une opération d'une précision extrême et l'aboutissement d'une stratégie lancée il y a plus de 20 ans. Stratégie qui montre à quel point, aujourd'hui, la guerre du renseignement se joue autant avec des algorithmes et des caméras qu'avec des missiles. On va parler à présent des nouvelles consignes de sécurité avec Israël qui rentre dans une nouvelle phase justement de consignes de sécurité. Le commandement du front intérieur a annoncé hier un léger assouplissement avec un passage au niveau appelé activité réduite. Concrètement, certaines activités vont pouvoir reprendre aujourd'hui à partir de midi en Israël. Les lieux de travail, les restaurants et les centres commerciaux pourront ou réouvrir à condition qu'un abri soit accessible rapidement en cas d'alerte. Puis les rassemblements seront autorisés mais limités à 50 personnes maximum. En revanche, les écoles et les jardins d'enfants resteront toujours fermés. Toutes les activités éducatives sont suspendues pour le moment. Puis, autre point important, c'est aussi, même si la météo n'est pas tellement en faveur de ça, les plages restent fermées au public. Ces nouvelles consignes doivent rester en vigueur jusqu'à samedi soir, mais elles pourront être modifiées en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire. Le message des autorités est clair, reprendre une partie en tout cas de la vie normalement, tout en restant prêt à rejoindre un abri à tout moment. Par contre, les consignes de sécurité en cas d'alerte restent exactement les mêmes. On les rappelle, en cas de sirène, il faut immédiatement rejoindre l'abri le plus proche, qu'il s'agisse d'un mamad, d'un abri collectif ou d'un abri public. Et si on se trouve à l'extérieur et qu'aucun abri n'est accessible à temps, les autorités recommandent de se coucher au sol et de protéger sa tête avec les mains. Et si on est en voiture, il faudra s'arrêter sur le côté de la route, sortir du véhicule et rejoindre un abri si possible. Dans tous les cas, il est demandé de rester dans l'abri jusqu'à une nouvelle instruction du commandement du front intérieur. Et il est 8h43 sur Radio Kalita. Nous allons à présent parler d'un autre aspect de ce conflit, et plus particulièrement de l'aspect économique, avec notre invité Steve Oana. Steve, bonjour.
Bonjour Olivier. Vous êtes économiste et professeur chargé de cours à l'université Rahman à Herzliya, et nous allons parler donc de l'aspect économique, plus particulièrement de l'aspect économique au niveau international et mondial, avec, on le sait, l'Iran qui est une puissance pétrolière dans l'économie. On a vu qu'elle avait arrêté toute circulation dans le détroit d'Ormuz. Et ça pose bien entendu des questions par rapport au prix du pétrole, un prix du pétrole qui, vous allez sans doute me le confirmer, a flambé ces derniers jours. Oui Olivier, le prix du pétrole il est monté au-dessus de $80. Alors la situation est tendue, mais tout va dépendre de sa durée. Donc si on a un conflit de haute intensité pendant encore quelques jours ou quelques semaines, la situation est gérable sur le plan énergétique au niveau mondial. Mais si le conflit devait s'étendre sur plus longtemps, plus de temps, c'est-à-dire plusieurs mois, à ce moment-là, on pourrait avoir un très gros problème d'approvisionnement et voire des pénuries s'installer. Pourquoi? Parce que en fait, 20% de tout le pétrole consommé mondialement transite par le détroit d'Ormuz. Et depuis dimanche, le transit, le flux à travers ce détroit est quasiment arrêté. Non pas parce que l'Iran physiquement le bloque, elle n'en est pas capable, mais parce que le risque lié à ce passage du détroit d'Ormuz empêche les armateurs, les traders, etc., de faire circuler le pétrole. Donc c'est eux et aussi les sociétés d'assurance comme la Lloyds ne fournissent plus l'assurance pour franchir ce détroit. Donc on a un flux qui s'est arrêté et c'est ce flux qui représente 25% du commerce mondial et 20% du pétrole consommé chaque jour qui est à l'arrêt, avec des répercussions très importantes pour le marché entier. Alors, c'est des répercussions qui vont avoir aussi lieu non seulement sur le monde entier, et plus particulièrement sur l'Iran. Alors, de quelle manière l'Iran va pouvoir surmonter aussi cette étape économique qui va être très difficile pour elle? Eh bien, écoutez, l'Iran, j'ai l'impression, s'engage dans une stratégie qu'on pourrait appeler de kamikaze, parce qu'effectivement, c'est une sorte d'harakiri qu'ils font. En bloquant le détroit d'Ormuz, eux-mêmes ne peuvent plus exporter leur propre pétrole. Et il y a très peu de routes alternatives par lesquelles ils pourraient exporter leur propre pétrole. Mais j'ai envie de dire que c'est peut-être même pas le premier de leurs soucis en ce moment. Vu tous les défis disons physiques, ils doivent subir des tonnes de bombes toute la journée de la part des deux plus grandes aviations mondiales. Je ne sais pas si le pétrole aujourd'hui, la capacité d'exporter ce pétrole et d'en tirer des revenus est vraiment leur premier souci. Donc en fait, ce qu'ils veulent, c'est semer le désordre, le chaos et des crises de confiance, des crises économiques, des crises énergétiques à travers le monde pour pouvoir pressuriser l'administration Trump dans le sens d'un arrêt prochain de la guerre pour pouvoir survivre. Aujourd'hui, je pense que leur premier objectif, c'est de survivre. Ouais. Et survivre sera considéré comme une victoire. Et est-ce que, quelque part aussi, l'Iran n'a pas grand-chose à perdre au niveau de son économie, puisqu'on sait qu'il y a une inflation galopante, que l'économie catastrophique à l'intérieur même du pays. Donc, vraisemblablement, peut-être que l'Iran n'a pas grand-chose à perdre non plus de ce côté-là. Exactement. Donc, en fait, l'idée, c'est de mener cette stratégie kamikaze pour pouvoir infliger des dégâts économiques les plus importants à l'ensemble de leurs voisins et du monde et viser l'arrêt de la guerre prochain. Alors, ce que je voudrais qu'on évoque aussi avec vous, c'est un peu les autres aspects économiques de cette guerre au niveau mondial et plus particulièrement aussi l'implication de la Chine même si ce n'est pas une implication militaire, ce qui existe en tout cas des implications, des répercussions économiques par rapport à la Chine. Alors déjà, la première chose, c'est de bien comprendre à quel point la Chine est importante pour ce régime iranien. Sans l'Iran, en fait, sans la Chine, ce régime n'aurait pas pu n'aurait pas pu avoir l'importance qu'il a aujourd'hui. Toutes les technologies dont il dispose, des technologies par exemple de propulsion de missiles, de guidage de missiles, viennent de la Chine.
Toutes les technologies de surveillance de sa propre population viennent de la Chine. Et on voit à quel point ces technologies de surveillance par lesquelles ils ont pu arrêter Internet ou cibler des opposants politiques, etc., elles ont été importantes au moment de la répression des dernières révoltes en janvier. Donc, et aussi, la Chine est le seul acheteur, enfin 90% du pétrole iranien est aujourd'hui acheté par la Chine. Donc, la Chine est aujourd'hui la seule puissance qui veut bien acheter le pétrole iranien qui est soumis, comme on le sait, à des sanctions très dures. Donc finalement, la survie de ce régime n'est due qu'à la Chine depuis maintenant 10-15 ans. Ça, c'est le premier point. En retour, l'Iran apporte à la Chine énormément de choses. Premièrement, un pétrole qui vaut beaucoup moins cher que le marché, puisque c'est un pétrole soumis à des sanctions. Ça fait que la Chine, 15% de son pétrole, c'est le pétrole iranien dans l'approvisionnement chinois, 15% de son pétrole, elle l'achète à $10 en dessous du marché. C'est énorme comme avantage. Deuxièmement, au niveau géopolitique, l'Iran et la Chine sont alignés parce qu'ils ont un ennemi commun. La Chine ne fait pas mystère de ses intentions à l'horizon 2049, puisque c'est le centenaire de la révolution maoïste, la révolution chinoise. Elle veut être la première puissance mondiale et dominer les États-Unis. Or, quel est le moyen d'y arriver? C'est de s'allier à des puissances comme le Venezuela, mais surtout l'Iran, qui portent l'idéologie la plus anti-occidentale de toute la planète. Et qui est capable d'alimenter des foyers de contestation dans les universités américaines, de fomenter des actes terroristes, d'entretenir de la tension permanente dans la région, de maintenir des militaires américains, une flotte américaine sur place. Et donc, tous ces militaires et cette flotte ne sont pas pendant ce temps-là dans le Pacifique pour surveiller Taïwan et contester la suprématie chinoise dans le Pacifique. Donc, on voit bien tout ce que la Chine retire. Maintenant, ce conflit avec l'Iran est clairement voulu par les États-Unis et non pas seulement contre l'Iran. Évidemment, l'Iran est une nuisance forte pour les États-Unis, mais aussi contre la Chine. Parce que la première qui souffre aujourd'hui du blocage du détroit d'Ormuz, c'est la Chine, puisque 80% du pétrole qui sort du détroit d'Ormuz va vers l'Asie et en particulier vers la Chine. La Chine va immédiatement perdre cet accès à un pétrole bon marché qu'elle avait avec l'Iran. La Chine va immédiatement perdre, si le régime tombe, la Chine va immédiatement perdre cette force de nuisance extraordinaire qu'elle avait contre le pouvoir et l'influence américaine dans le monde. Donc, on voit bien que là, et évidemment, Trump évite de dire trop ouvertement que ce conflit vise la Chine, parce qu'il ne veut éviter une escalade avec la Chine, qui est, comme on sait, la deuxième puissance nucléaire, la deuxième flotte mondiale, la deuxième armée mondiale, et donc il veut bouger les pions progressivement pour enserrer la Chine après le Venezuela. Le Venezuela était déjà une attaque directe contre elle, mais pas provoquer une escalade frontale avec la deuxième puissance mondiale. Alors justement, vous avez parlé des États-Unis. On a vu et on voit l'implication très importante au niveau militaire des États-Unis, avec beaucoup des porte-avions qui se sont déplacés, bien sûr tout ce qui concerne l'effort militaire. Je suppose aussi, et j'en suis sûr même, que cela a un coût. De quelle manière cela va avoir une influence sur l'économie américaine? Alors, une grosse partie des armes qui sont utilisées par les États-Unis sont produites par des entreprises de défense américaines. Donc, le coût se récupère, si vous voulez. Donc, c'est pas le principal problème. Le principal problème, c'est la guerre d'usure qui est en train d'être menée par l'Iran et qui vise les pays du Golfe notamment. C'est un peu, vous savez, le talon d'Achille de cette coalition. Ce sont les pays du Golfe et très particulièrement Dubaï. Pourquoi Dubaï? Parce que c'est une économie très financiarisée. Dubaï n'a pas d'énormes réserves pétrolières. C'est Abu Dhabi, à côté de Dubaï, qui a ses réserves. Et Dubaï repose énormément sur deux choses, l'immobilier et la banque.
L'immobilier, la banque, c'est des choses très instables, très fragiles, qui reposent énormément sur la confiance. Quand vous recevez 1000 drones et missiles sur la tête en quelques jours, c'est ce qui s'est passé sur Dubaï depuis quelques jours, eh bien la confiance est touchée immédiatement. Et donc les activités immobilières, la finance, les marchés, Dubaï a perdu 10% hier et aujourd'hui sur les marchés, après avoir interrompu la cotation, ce qui est un signe très important de la part de Dubaï, de à quel point le gouvernement est inquiet. Donc 10% de perte des marchés, l'immobilier visé, la banque visée. C'est un centre financier, une place financière très très importante, avec des fonds, des sociétés d'investissement. Et donc, la guerre économique menée par l'Iran est faite de manière intelligente, focalisée sur un point névralgique et un point sensible aujourd'hui de la coalition. Combien de temps Dubaï peut tenir avant que, par exemple, une crise financière arrive, que des flux de capitaux très importants sortent de Dubaï? On sait déjà qu'il y a plein de passagers, de touristes et même d'expatriés qui sont en train de prendre des avions en précipitation pour quitter Dubaï. Donc voilà un peu le type de guerre qui est menée aujourd'hui, et c'est très important de savoir comment vont répondre. Alors il y a plusieurs réponses, une réponse tout à fait opérationnelle, tactique avec les drones. Est-ce qu'on a le moyen d'arrêter ces drones? C'est très très important parce que c'est aujourd'hui eux qui infligent le maximum d'impact. Et une deuxième réponse, c'est est-ce qu'on a les moyens de soutenir la confiance, de faire comprendre que le conflit ne va pas durer des semaines, mais peut-être quelques jours encore avant que le régime iranien s'effondre. Voilà plein de questions. Voilà, mais plein de questions qui sont bien sûr des questions au-delà de l'aspect militaire et de l'aspect aussi géopolitique, des questions aussi économiques. En tout cas, on a fait un tour de ces questions, mais bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais on aura l'occasion de se retrouver sur Studio Kalita. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Steve Oana, je rappelle que vous êtes économiste et professeur chargé de cours à l'université Rahman à Herzliya. Merci, à très bientôt Steve Oana. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Comme chaque jeudi, parler de la Parashat Shavua. Et pour cela, nous sommes avec David Saada. David, bonjour. Il est parti. Et il est là. Il est parti, il est là, il est pas. Voilà, il revient. David, bonjour, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct ce matin sur Studio Kalita pour parler de la paracha et comme chaque semaine d'essayer de faire un rapport avec l'actualité. Alors, vous allez me dire que l'actualité est très riche. Et alors, de quelle manière aujourd'hui la paracha que nous allons lire ce Shabbat, Ki-Tisa, donc, de quelle manière elle rejoint l'actualité brûlante? Écoutez, je pense que vous allez être surpris. D'abord, le sujet d'actualité que je voudrais prendre n'est pas celui exactement de l'actualité brûlante et des nuits que nous passons avec les alertes dues à la guerre contre l'Iran, mais une actualité qui traite de l'évolution en profondeur de la société israélienne, qui est constatée depuis quelque temps, mais qui s'est accentuée depuis 2 ans, depuis le début de cette guerre. C'est le fait que la société israélienne connaît un mouvement de retour aux racines spirituelles qui sont les siennes. Un mouvement de retour d'ailleurs qui n'est pas forcément un mouvement religieux à proprement parler, c'est-à-dire entrer dans les cadres institutionnels de la religion, mais un mouvement avec véritablement un élan spirituel nouveau qui touche en grande partie notamment la jeunesse, et c'est tout à fait établi et prouvé par des enquêtes sociologiques récentes. Voilà. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la paracha Ki-Tisa? Ouais. Dans la paracha Ki-Tisa, il y a comme récit central la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est véritablement quelque chose d'inouï qu'ont fait les enfants d'Israël après avoir reçu la Torah, adoré un veau d'or, etc. Mais
En réalité, la faute en elle-même est très grave, mais c'est le point, finalement, peut-être n'est pas le plus important. La faute n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui s'est passé après la faute. Après la faute, Moshe a brisé l'étape de la loi et il a suscité, en quelque sorte, par son geste, un premier grand mouvement de teshuva collective dans le peuple d'Israël qui va être un événement fondateur du peuple d'Israël. Un nouvel élément fondateur. Il y a un premier élément fondateur qui a été la sortie d'Égypte, le don de la Torah sur le Sinaï. Et ici, on a quelque chose qui va parachever tout ce qui s'est passé depuis la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que les enfants d'Israël vont trouver en eux, après la faute du veau d'or, une force spirituelle qui les a fait revenir vers Dieu. Et nos sages, dans la Guémara, nous disent, finalement, tout ce qui s'est passé, cette faute, elle a été réelle, bien entendu, mais elle a eu pour but de faire surgir au sein du peuple d'Israël une force dont il n'avait pas conscience jusqu'à présent, et qui était la force de la Teshuvah, la force du retour. Finalement, le peuple d'Israël, c'est le peuple du livre, comme on l'appelle, mais c'est le peuple surtout du retour. Le peuple d'Israël n'a pas été fidèle tout au long de son histoire. En réalité, sa fidélité a fait défaut à bien des moments, et ça s'est traduit par les exils. Mais le peuple d'Israël a une propension au retour, une propension à la teshuva, une propension, le plus loin s'éloigne le peuple d'Israël, il est capable de revenir. D'ailleurs, le retour en Eretz Israël a été fait par une génération qui est extrêmement loin de toute son identité juive, en tout cas de son identité thoraïque. Il y a eu un mouvement de retour sur la terre d'Israël, ce mouvement, donc mouvement de retour géographique, et aujourd'hui on assiste à un mouvement de retour spirituel qui est tout à fait étonnant et qui vient de générations d'ailleurs dont les parents étaient eux-mêmes très détachés du judaïsme. Donc un mouvement de retour qu'on voit et qui a un rapport aussi avec cette paracha Kitissa, c'est l'idée que vous nous avez donnée. En tout cas, on rappelle surtout que David, qu'on lira cette paracha dans les synagogues, mais qu'il faut aussi respecter bien entendu les consignes de sécurité, rassemblement jusqu'à 50 personnes, à condition qu'il y ait un abri à proximité. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup David Saada, merci, et on peut se le dire déjà, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.